Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette spéciale d'invitation au voyage. Vous savez ce que j'ai entendu en Sicile un jour? Que tu pleures 3 fois là-bas. Quand tu arrives, quand tu pars et quand tu te pèses. C'est parti pour 3 quarts d'heure de dépaysement. C'est justement un homme gourmand qui va guider notre premier rendez-vous dans la province d'Agrigente, le commissaire Montalbano. Ce héros de la littérature policière. Nous traquerons l'inspiration de son auteur, Andrea Camilleri. Comme Montalbano, nous nous attaquerons à la mafia et pour cela, rien de tel que de se rendre à Corleone. Vous verrez comment des hommes et des femmes se battent pour récupérer leurs droits et leurs terres face à celle qu'on a surnommée la pieuvre. À Palerme, nous apprendrons à cuisiner cette petite douceur fourrée à la ricotta, les cannoli, une spécialité qui a le pouvoir de rehausser la saveur de la vie. Vous avez tant voulu voir Syracuse, eh bien tant mieux, Syracuse aussi fera partie de nos étapes du jour. C'est dans cette ville qu'a vécu un peintre à qui Léonard de Vinci et Raphaël, entre autres, peuvent dire grazie mille. Syracuse d'ailleurs a vu passer Platon. Mais savez-vous comment il a été accueilli sur place? C'est notre devinette du jour. Avant d'être romaine, Syracuse est une colonie grecque dirigée par un tyran, Denis l'Ancien. C'est sous son règne que Platon, le philosophe star d'Athènes, découvre la cité. Mais comment va-t-il y être accueilli? Je vous laisse chercher et la réponse, vous l'aurez en fin d'émission. Celui qui nous attend résout ses enquêtes, soit en mangeant, soit en marchant. C'est le commissaire Montalbano. Son auteur s'appelle Andrea Camilleri. Il a inventé ce qu'on appelle le giallo, le polar à l'italienne. La Sicile, éclatante de soleil et de couleurs, est l'île d'un personnage hors du commun, le commissaire Montalbano, héros d'une série de romans policiers créés par l'écrivain Andrea Camilleri, vendu à 36 millions d'exemplaires rien qu'en Italie et traduit dans 30 langues. Ce n'est pourtant que sur le tard, à l'âge de 57 ans, que Camilleri entame sa vie d'écrivain, après avoir été metteur en scène à Rome. Et c'est 12 ans plus tard encore qu'il publie, en 1994, son premier polar de la série des Montalbano, La forme de l'eau. Suivent La démission de Montalbano ou encore La première enquête de Montalbano. Pas moins de 32 titres en tout. Alors que cette île du Mezzogiorno était surtout dépeinte jusque-là comme une terre arriérée, dominée par la mafia, Camilleri lui redonne ses lettres de noblesse. Il y est né en 1925, avant de la quitter pour ses études, y revenant régulièrement jusqu'à sa mort en 2019. Sous le regard de son commissaire Montalbano, sicilien bourru, elle devient la terre des bonheurs simples et des plaisirs de la chair. La terre d'une culture populaire que le commissaire défend bec et ongle contre celle des notables et des politiques. Je veux que tout le monde sache cela. Camilleri, c'est Camilleri. Aucun président, aucune sommité n'a fait ce qu'a fait Camilleri pour notre culture et pour toutes nos beautés. Si Camilleri n'avait pas existé, tout cela aurait été enterré. S'il y avait une Sicile qu'il aimait vraiment regarder, c'était bien cette Sicile faite de terre, brûlée et marron, où les dés blancs des bicoques en haut des collines semblaient devoir glisser en bas à un coup plus fort de vent. Dans l'ouest de la Sicile, dans la région d'Agrigente, Caltabellotta est un village médiéval perché à 950 mètres d'altitude. Avec ses maisons étagées sur un éperon rocheux, il représente cette Sicile rurale, aux mœurs restées mystérieuses que Camilleri prend plaisir à explorer. C'est dans un environnement aride et rude comparable qu'il fait commencer sa carrière de policier à l'inspecteur Montalbano. Il doit y résoudre les énigmes les plus saugrenues. Un couple d'acteurs qui s'amusent à mourir avant l'heure, ou un berger lapidateur, aussi roublard que cachotier. Caltabellotta est un de ces villages siciliens que j'adore parce qu'ils ont une histoire millénaire, parce qu'ils ont résisté aux ravages du temps, à l'usure des années. Je suis convaincu que ces pierres sont vivantes.
Camilleri évoque une Sicile montagneuse, avec la terre brune, les paysages âpres. Il décrit aussi une certaine inertie, une immobilité, la chaleur de la terre. Et puis, ces villages isolés restent ancrés dans les traditions. Et ces traditions, Camilleri les décrit avec beaucoup de précision. En Sicile, il y a des millions d'histoires magnifiques. Il part toujours d'un fait divers qui s'est vraiment produit et il y met une forme de sicilianité, les malentendus, le grotesque de certains événements. Dottore, le poulet que j'ai là-dedans a reçu une balle, dans la tête, comme le poisson de lundi dernier. Cette histoire te rend nerveux? Oh que oui, Et pourquoi? parce que c'est une histoire sans queue ni tête. Et à moi, les choses qui n'ont pas de raison, elles me font impression. À chacun de ses retours sur sa terre natale, l'écrivain, à l'image de son héros, vient se frotter à la réalité sicilienne, au plus près des petites gens. Camilleri me fait penser à un de ses professeurs de latin de ces petits villages éloignés qui entre dans un bar en citant Sénèque et s'assoit pour boire un whisky avec un ancien camarade de classe qui est devenu un ouvrier agricole ou un paysan. Le personnage de Montalbano reflète probablement quelque chose de l'histoire de Camilleri. C'est un homme de loi, mais ça n'en fait pas un homme rigide. C'est une belle personne en qui on peut avoir confiance, un être humain complet, avec toutes ses erreurs et ses faiblesses. Contempler le paysage lui plaisait certes, mais vivre dedans, y vivre jour après jour, c'était un truc à devenir dingue. Parce que lui, il était homme de mer. Camilleri, lui aussi, est un homme de la mer. En contrebas sur la côte, Porto Empedocle, l'ancien port d'Agrigente, est sa ville natale. Devenu Vigata sous sa plume, il est le lieu de toutes les réjouissances pour son héros. Enfin nommé commissaire, Montalbano s'y délecte surtout de l'euphorie procurée par la mer et par la splendeur sensuelle de la Scala dei Turchi, cette roche calcaire aux formes arrondies et irrégulières. C'est un endroit magnifique, presque irréel, à cause de la couleur de la marne, cette roche blanche et aveuglante quand elle réfléchit le soleil. C'est un lieu à part pour nous, intime. On a l'impression qu'il en émane de la chaleur, que la terre respire. Et cette respiration nous lie profondément à cet endroit magnifique. C'est comme un appel de la terre maternelle, quelque chose de très archaïque. Camilleri, qui y a passé les moments les plus doux de son enfance, transmet au héros de son roman l'émotion qu'il éprouve chaque fois qu'il se retrouve ici. Quand Montalbano arrive ici, la première chose qu'il fait, c'est une promenade sur la plage, jusqu'à l'escalier des Turcs. Il ne vient pas jusqu'à l'escalier, parce que ce paysage, il le trouve tellement beau, comme un tableau, une œuvre d'art si magnifique qu'il lui semblerait déplacé d'entrer à l'intérieur. Il s'assit sur le sable sec, souffle coupé. Et ainsi, il resta, se fumant une cigarette après l'autre, perdu dans la contemplation des variations de teintes que le soleil mettait au fur et à mesure qu'il descendait sur les gradins les plus bas de l'escalier des Turcs.
Les gens qui habitent ici ont l'immense privilège de jouir de cette plage splendide et de pouvoir se baigner dès le réveil. Et c'est ce que fait dans les romans le commissaire Montalbano. Les lieux de Montalbano ne sont pas du tout sophistiqués, mais sont au contraire très vrais. Parce qu'à la fin, le commissaire Montalbano privilégie toujours la sincérité. Il ne s'arrête pas aux apparences. Dans cet environnement populaire, sur cette plage agrémentée d'une centrale électrique et dominée par des immeubles construits à la hâte, le commissaire se sent comme un poisson dans l'eau. À l'image de Camilleri, issu d'un milieu bourgeois mais désargenté, il éprouve de la tendresse pour cette petite ville de pêcheurs puis d'ouvriers, ces Siciliens bruts de décoffrage avec leur franc-parler. Les histoires du commissaire Montalbano décrivent une Sicile avec un grand désir de rédemption, d'éviter tous les aspects négatifs, y compris à travers la langue. Dans le dialecte sicilien, la conjugaison au futur n'existe pas. Or, Camilleri mêle le dialecte à la langue italienne. Et c'est comme s'il réussissait à donner un futur aux Siciliens, et donc à la Sicile. Police, ne tirez pas. J'ai pas confiance. J'attivini au sparo magari a voi. Allez-vous-en ou je vous tire dessus à vous aussi. On est de la police, tête de con. Jurez-le sur la tête de votre mère. Le commissaire Montalbano est bourru. Il a un caractère de cochon. Et c'est sûrement ça qui nous caractérise, nous, les Siciliens. Mais en même temps, c'est une personne très proche des gens simples et qui les aime. Ce qui séduit l'écrivain, aussi bien que son double littéraire, c'est l'art de la débrouille que maîtrisent avec perfection ces as du système D, dont Enzo et son restaurant sont le plus bel exemple. Buongiorno, amici. A posto, come sta? Che si dice? De l'extérieur, l'architecture du restaurant s'apparentait à une construction en tôle ondulée. Il y avait un sens du provisoire, du bricolé, qui plut tout de suite à Montalbano. À partir du moment où le commissaire décide d'aller manger chez Enzo, toutes les scènes de repas sont inspirées de cet endroit. Elles évoquent toutes ce bistrot. En intégrant le personnage d'Enzo en chair et en os dans sa fiction, Camilleri rend un hommage sans fard à ces Siciliens qu'il raconte tout au long de ses romans. Il lui suffit de restituer la réalité pour être à la hauteur de la fiction. Avec gourmandise, il décrit ces repas copieux, cette nourriture traditionnelle, simple et populaire, mêlant les influences, arabes en particulier, qui ponctuent la vie de tous les jours. Pendant qu'il s'empiffrait d'un plat de rouget frit, assaisonné de vinaigre, oignons et origan, il continuait de penser à l'enlèvement de la petite. Comme second plat, il mangea des saucisses grillées. Mais ce qui le fit délirer, ce furent les biscuits de l'endroit. Simples, très légers et recouverts de sucre. Des taralli. Il s'en mangea à en avoir honte. Mais à peine entamée sa digestion, Montalbano est convoqué en haut lieu. Une visite qui risque de lui rester sur l'estomac, car à Agrigente l'Arrogante, l'état-major l'attend au tournant. La ville, plus riche et bourgeoise, domine du haut de son pic rocheux la populaire Porto Empedocle et la regarde de haut. Ici, c'est le point névralgique d'Agrigente, parce que c'est là où se trouvent les institutions. Derrière moi, il y a la préfecture, et c'est le siège de ce pouvoir institutionnel avec lequel le commissaire Montalbano a de très mauvaises relations.
Quand les intérêts de l'État provoquent de l'injustice pour des raisons politiques, c'est à ce moment que le commissaire ne le supporte plus et qu'il entre en conflit avec les institutions. En maniant l'ironie, sans hésiter à recourir à un langage fleuri, Camilleri instille une critique féroce de cette Sicile politicienne, de ces notables qui tentent de corrompre le commissaire sans jamais parvenir à leur fin. Vous savez, en politique, ils sont tous comme des chiens. À la seconde où ils savent que tu ne peux pas te défendre, ils te bouffent. En Sicile, manger ou se faire manger, toujours. Et une fois qu'on a mangé, il faut bien s'occuper des déchets. Justement, la petite ville de Castelbuono a révolutionné la façon de ramasser les poubelles. C'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. Mais en voilà une idée qu'elle est bonne. Alors qu'une bonne partie du monde se creuse les méninges pour trouver comment réduire son empreinte carbone, baisser sa consommation d'énergie tout en faisant des économies sans se transformer en Amish qui s'éclaire à la lampe à huile, la ville de Castelbuono, en Sicile, pas très loin de Palerme, a trouvé une solution pratique, écolo et économique, le tout sans avoir recours aux nouvelles technologies. Cette solution a 4 pattes, une queue, de grandes oreilles et parfois la réputation d'être têtue. C'est l'âne et un. Depuis 15 ans, dans la ville de Castelbuono, en Sicile, pas très loin de Palerme, ce sont des ânes et des ânesses qui ramassent les ordures. Elles s'appellent Teresa, Cosima, Valentina et Concetta, d'une race typique de Sicile, l'âne Ragusano, qui a la réputation d'avoir le pied sûr et d'être à la fois nerveux et énergique. Avec leurs 2 caisses sur le dos, ils sillonnent les rues médiévales, parfois étroites, de cette cité de 10 000 habitants. Et c'est bien pratique, un âne, ça passe partout, mieux qu'un camion. Ces équidés-là sont toujours accompagnés d'un homme qu'on n'appelle plus éboueur, mais opérateur écologique. Alors, soyons francs. Au début, ce n'est pas l'environnement qui motive le maire de l'époque, Mario Cicero, mais la thune, pour parler trivialement. Et le calcul est simple. Un camion poubelle, c'est 30 000 € à l'achat et 8 000 € d'entretien par an. L'âne Ragusano, c'est 1 200 € à l'achat, ça vit entre 25 et 40 ans et ça coûte 2 000 € par an. Même si, comme tous les ruminants, il contribue, quand il pète, au réchauffement climatique, son impact est quand même bien moindre que celui d'un camion diesel. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, la mairie s'est également aperçue que ces opérateurs écologiques, dont beaucoup sont en réinsertion professionnelle, allaient bien mieux grâce au contact animal. Alors, on dit merci qui ? Merci l'âne. Direction maintenant Corleone. Vous connaissez sans doute ce nom grâce au parrain de Coppola, mais Corleone, c'est aussi le nom d'un village où les mafieux poussent comme du chien-dent et où des anonymes résistent à leur pression. Dans notre histoire, il y a toujours eu une part de Sicile qui luttait contre la mafia. Se trouver sur ces terres où règne un si beau silence, avoir ce rapport direct avec la nature, et puis être sur un terrain dont on sait qu'il a appartenu à des mafieux du coin, ça donne encore plus la force de continuer. Elle est si prolifique, cette terre de Sicile, qu'elle voit depuis 2000 ans les prédateurs se succéder pour s'en emparer. Une lutte qui peut confiner à la violence déchaînée quand c'est la mafia qui la mène. Cosa Nostra, notre chose, comme elle s'est elle-même baptisée. Mais les habitants de ces terres n'en sont pas à leurs premiers occupants, eux qui ont vu défiler les Grecs, les Romains, les Arabes ou encore les Normands. Et si la terreur mafieuse en a réduit plus d'un au silence, tant d'autres lui ont opposé une farouche résistance. Depuis plus de 160 ans, ils en ont recueilli bien souvent du sang et des larmes. Mais à force de persévérance, ils espèrent aujourd'hui en récolter les fruits.
Accrochée aux collines de l'arrière-pays palermitain, la petite ville de Corleone a prospéré sur la culture de la terre. Sa renommée mondiale, Corleone la doit surtout au nom du clan mafieux dans la saga du Parrain des années 70. Mais ici, comme dans le reste de l'île, l'histoire de la mafia remonte au XIXe siècle, au temps où la Sicile, sous domination espagnole, est encore une société féodale. C'est une histoire liée à la domination de la terre, car la première mafia était de type agricole. C'était un système dans lequel les grands propriétaires terriens possédaient d'immenses domaines. Mais ils ne s'en occupaient pas eux-mêmes. Ils les laissaient sous la responsabilité de ceux qu'on appelait les gabelous. C'étaient des administrateurs dotés de véritables forces armées qui contrôlaient les terres et les paysans. Les romans ou les films sur la mafia en ont souvent donné une représentation romantique qui ne correspond pas du tout à la réalité. Comme si la mafia, à l'origine, défendait les pauvres gens et protégeait les paysans. La vérité, c'est qu'un mafieux n'a jamais eu aucun scrupule à tuer des femmes, des enfants ou quiconque se mettait en travers de son chemin. La mafia n'a fait qu'appauvrir notre territoire. Et ses premiers opposants ont été des paysans. Cette histoire de la résistance à la mafia est magnifique, je trouve. Comme je le dis toujours à mes élèves, cette résistance est née au même moment que la mafia. En 1860, la Sicile est intégrée au tout nouvel État italien, faisant naître des rêves d'émancipation, l'espoir de la fin du système féodal et avec lui, de la mafia. Quand l'Italie a été unifiée, les paysans ont eu une très mauvaise surprise. Ils n'ont finalement pas bénéficié de la répartition des terres qui leur avait été promise, et en plus, ils ont subi de nouvelles taxes. Cela n'a fait qu'augmenter le mécontentement des gens qui avaient déjà du mal à reconnaître l'État central. Et la mafia n'a fait qu'utiliser ce mécontentement et isoler encore plus la Sicile du gouvernement italien. Pour tenter d'échapper à l'emprise combinée de l'État, des grands propriétaires terriens et de leurs sbires mafieux, nombre de paysans se tournent vers les idéologies marxistes du moment et s'organisent en faisceau sicilien. Le premier mouvement est né à la fin du XIXe siècle, avec à sa tête Bernardino Vero. Ce sont les paysans qui ont cherché à changer les règles du jeu, en s'organisant en coopérative, parce que collectivement, ils étaient plus puissants que seuls. Mais la rébellion est réprimée dans le sang par le gouvernement et son leader, Bernardino Vero, jeté en prison. Élu par la suite maire de Corleone en 1914, Vero lance un projet de redistribution des terres. Un projet qui lui vaut d'être assassiné par la mafia, victime de Cosa Nostra, après avoir été celle de l'État. Il en faut plus pour décourager les habitants de cette ville rouge, rouge par ses luttes syndicales, comme par le sang versé. Quand je suis à Corleone, je me sens chez moi. Je suis très lié à ceux qui ont lutté contre la mafia et qui en ont payé un lourd tribut. Beaucoup de citoyens honnêtes dans cette ville ont été assassinés à cause de leur engagement contre la mafia. Le combat de ces Corléonais est d'autant plus ardu que la mafia s'est trouvé un complice de taille, l'Église. Unis dans la rivalité avec l'État central, ils le sont encore plus contre la puissante gauche italienne après la Seconde Guerre mondiale.
L'alliance entre la mafia et l'Église a duré longtemps, face à ce qu'ils considéraient comme un danger commun, c'est-à-dire le mouvement syndical, la rébellion des paysans, la gauche et les communistes. Dans les années 60, le cardinal de Palerme allait jusqu'à nier l'existence de la mafia à Corleone, ce qui est extrêmement grave. Il disait ça pour masquer la connivence entre ses pouvoirs. Imaginez qu'il y a encore quelques années, dans la cathédrale de Corleone, il y avait un banc qui avait été offert par la famille de Michele Navarra. Il était écrit dessus que c'était un don du chef de la mafia de Corleone. Ces chefs de clan se retrouvent élevés à la stature de seigneurs omnipotents quand le parti au pouvoir après-guerre, la démocratie chrétienne, obsédée elle aussi par le combat contre le communisme, s'engouffre à son tour dans le jeu. En échange de scores électoraux records, ces élus siciliens ferment les yeux sur une criminalité organisée sans pitié, menée par le plus tristement célèbre des Corléonais, Salvatore Riina, dit Toto. Toto Riina et Provenzano ont eu un rôle de premier plan dans la mafia sicilienne. Dans les années 80-90, ils ont dominé la scène criminelle de notre île. Ce qui leur a donné cette capacité criminelle exceptionnelle, c'est d'avoir été formés dans l'environnement rural de Corleone. Les mafieux de Palerme les appelaient les bouseux, et eux, de leur côté, ils appelaient les mafieux de Palerme les messieurs, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas habitués aux difficultés, à la dureté, à la cruauté même, et à la criminalité des gens de Corleone. Non content de contrôler les terres, la pieuvre, comme on l'appelle alors, déploie son emprise jusque dans les villes. À Palerme, la capitale de la Sicile, elle rafle les chantiers et recouvre de béton armé les terres agricoles, autrefois gorgées d'agrumes. C'est en plein centre, au milieu des palais baroques, que ces trafics d'influence se manigancent derrière les façades du palais prétorien qui abrite le bureau du maire. Jusqu'à la fin des années 70, la mairie de Palerme était un lieu obscur. À l'intérieur, la proximité avec les personnes de la mafia était avérée. La courbe du profit mafieux s'emballe, celle de la violence aussi. Pas moins de 600 meurtres sont dénombrés sur l'île entre 1983 et 1986. Ces attentats, toujours plus sanglants, visent à éliminer non seulement les clans rivaux, mais aussi désormais les représentants du pouvoir engagés dans le combat contre la mafia, comme le député Pio La Torre ou le général Dalla Chiesa. Dans l'opinion publique, il y a eu une prise de conscience de ce que représentait réellement la mafia. À la même époque, l'élection de Leo Luca Orlando comme maire de Palerme a exprimé de façon très forte ce sentiment anti-mafieux. Et ça a encouragé l'activité de la magistrature et des juges. La mafia était allée trop loin en frappant directement les politiques. Les citoyens s'impliquent à leur tour. À la fin des années 80, ils se mobilisent pour nettoyer les jardins publics, assainir les quartiers dégradés, régénérer leur Sicile abîmée par la corruption. On a appelé ça le printemps palermitain, parce que c'était un moment où la ville tentait de se réapproprier son territoire. La mafia, en contrôlant le territoire, empêchait les citoyens d'exercer démocratiquement leurs droits.
ogni forma di sopraffazione, ogni forma di intimidazione, ogni forma appunto di violenza anche di genere. En mai et juillet 1992 ont lieu 2 chocs décisifs. Les juges Falcone et Borsellino, héros de la lutte contre la mafia, sont assassinés, chacun dans l'explosion de leur voiture. Ce traumatisme collectif provoque une vague de fond dans la société sicilienne, parmi les femmes et les jeunes en particulier, décidés à prêter main forte au combat judiciaire contre la mafia. Regroupés au sein de l'association Libera, ils parviennent à faire voter en 1996 une loi pour la réutilisation des biens confisqués à la mafia. Non loin de Corleone, des terres autrefois souillées du sang versé par les clans sont aujourd'hui travaillées par les paysans du XXIe siècle. Anciens ou néo-ruraux, immigrés ou siciliens, ils font germer geste après geste les graines d'une Sicile pacifiée. Nous faisons partie des premières coopératives qui ont récupéré des biens confisqués à la mafia et destinés à des fins sociales, c'est-à-dire pour créer du travail propre, dans le respect des règles du droit. J'espère qu'un jour la mafia disparaîtra. Je pense que c'est possible. Mais comme le disait mieux que moi Paolo Borsellino, pour la faire disparaître, il faut la participation de tout le monde. Chacun dans son rôle. Le magistrat pour juger, le politicien pour faire de la politique. Et puis chaque année, nous accueillons entre 400 et 500 jeunes qui viennent nous donner un coup de main. Et nous le faisons pour pouvoir leur parler. Nous voudrions les encourager à faire, eux aussi, leur part. Je suis optimiste, mais il reste encore beaucoup de travail. On a eu droit à des rougets et à des tarallis tout à l'heure grâce au commissaire Montalbano. Eh bien, j'ajoute maintenant les cannolis. Et aujourd'hui, c'est Marco à Palerme qui va les rouler pour nous, ces cannolis. C'est ici que commence le marché d'El Capo, l'un des marchés les plus historiques. C'était l'un des points de rencontre les plus importants entre les différentes cultures, celle des Arabes, des Français, des Normands. La Sicile a été dominée par tant de peuples. Venez, venez! Notre cuisine, c'est du goût, de l'amour, de la fraîcheur. Ça, c'est l'exemple typique de la cuisine de rue sicilienne. Comme vous pouvez le voir, tout est frit, tout est prêt. En sicilien, on dit que les vendeurs aboient. C'est vraiment un héritage de crier pour vendre ses produits, pour donner envie de manger aux petits et aux grands. Gigi, c'est arrivé? Ok, on y va. On va acheter la ricotta pour faire les cannolis. Merci Gigi. Ciao. On se salue toujours comme ça entre hommes. C'est un héritage laissé par la culture arabe. Allons préparer la pâte croquante pour nos cannolis. Pour les ingrédients, on a besoin de farine, de vinaigre de vin blanc et de sucre. 100 g de farine, un peu de saindoux. Vous devez travailler avec vos mains. Vous devez toucher la nourriture. Vous devez sentir l'amour. Vos mains doivent transmettre l'amour pour la cuisine. Je le dis toujours car c'est tellement important. Une cuillère à soupe de sucre. Et j'ajoute 2 cuillères de vin sucré et aussi 2 cuillères de vinaigre de vin blanc. Et je commence à pétrir la pâte. Il faut travailler avec la paume de sa main. C'est un travail d'étirement. Lentement, lentement, et puis légèrement, on étire.
La prochaine étape consiste à préparer la ricotta, qui doit être mélangée au sucre. Quand je cuisinais avec ma grand-mère, elle ne me donnait jamais les quantités. J'ai cuisiné sur ses genoux, j'avais l'habitude de la regarder faire. Je la regardais dans cette position. Je lui demandais « Mais grand-mère, tu mets combien de sucre ?» Et elle me répondait « Je ne sais pas, Marco, je cuisine avec mon cœur. Je goûte et je sais. » Et on commence par étaler la pâte. Partez toujours du centre, et puis reculez, avancez et retournez afin d'obtenir une forme régulière. Et ne pas se retrouver avec une pâte de la forme du Canada, de l'Australie ou de la France. La Francia. Lavorate senza pressione. On continue à travailler sans pression, en aimant ce qu'on fait. L'amore per le cose che fate. Con il dito soltanto. On trempe le doigt pour coller le haut de la pâte. Appuyez, appuyez bien. On va faire frire les cannolis. On le dépose délicatement. J'attends que la pâte soit toute dorée. Poussez pour que la ricotta soit bien au centre. Eccoci qua. Et voilà les cannolis. Qua ci sono i cannoli. Commencez. Bon, hein, n'est-ce pas? Avec la ricotta fraîche, c'est une ode à la vie. La vie est plus belle avec les cannolis. Una bella vita. Bon, je vais pas me lancer dans un paysage représentant la mer Ionienne. En tout cas, on va enfin savoir pourquoi la Joconde peut dire merci à Syracuse grâce à l'histoire. Syracuse, on y reste pour la devinette. Au début de cette spéciale, je vous demandais comment Platon avait été accueilli là-bas. Eh bien, il a failli finir esclave. Dans les années 380 avant Jésus-Christ, la Sicile est dirigée par un tyran, Denis l'Ancien. Et Platon, en arrivant, lui dit ses 4 vérités. Denis l'Ancien le renvoie de force en Grèce, où il est vendu comme esclave. Heureusement, un autre philosophe le reconnaît, il l'achète et lui rend sa liberté. Et voilà, c'est la fin de notre escapade sicilienne. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao à tutti.